Ce qui distingue la France d'autres pays, ce n'est pas seulement la guerre fratricide entre pain au chocolat et chocolatine. Est-ce que ça se voit que je savais pas comment commencer cette vidéo et que j'ai choisi la méga facilité? Non, c'est aussi l'exception culturelle française et notre amour inconditionnel jusqu'au plus haut représentant de l'État, de l'art, et tout particulièrement des auteurs, des autrices dans ce panthéon des métiers artistiques qui font rêver. La France, une grande nation littéraire, n'est-ce pas? Mais il y a une autre face à cette exception culturelle qui touche les artistes-auteurs. Une face qui fait moins rêver que la beauté de l'art pour l'art, et pourtant, il s'agit d'une situation aberrante qui dure depuis au moins 40 ans et qui a un impact dramatique sur la vie de centaines de milliers d'artistes-auteurs. Et non, je n'exagère pas, le chiffre est estimé à au moins 190 000 personnes, l'équivalent de tout Lille. Une très belle ville, vive le Nord. Même si vous n'êtes pas vous-même artiste-auteur, si vous avez déjà écouté, regardé, lu, si vous vous êtes déjà plongé dans l'œuvre d'un traducteur, d'un adaptateur, d'un écrivain, d'un scénariste, d'un auteur-compositeur, d'un photographe, dessinateur, plasticien, sculpteur, dans une œuvre dramaturgique, littéraire, un reportage, un documentaire, un film, une photographie, alors ce sujet vous concerne. C'est tout simplement l'un des plus gros scandales de la culture en France et dont les affres pourraient laisser penser que nous sommes en plein délire. Mais non, ce n'est pas le Gorafi, c'est la réalité. On en a du boulot encore, hein? Enfin, pas tout le monde. Hein. Je tiens à remercier Samantha Bailly, sans qui cette vidéo n'existerait pas, qui a elle-même fait une vidéo sur le sujet par le prisme de sa propre expérience d'autrice et d'ancienne présidente de la Ligue des auteurs professionnels. Christelle Le Bailly, autrice, a aussi fait une vidéo sur le sujet. Allez leur donner de la force et du soutien, car elles sont, elles, directement impactées par ce dont on va parler. Depuis plus de 40 ans, une injustice s'est déroulée dans le silence. Nous devons sortir de cette vision très idéaliste de l'artiste éternellement passionné. Les artistes ne sont pas des mythes, ce sont des travailleurs. Ils ont des droits et ces droits doivent être protégés. Les auteurs ont un métier particulier, un métier de création artistique dans lequel une œuvre peut prendre des années avant de parvenir dans les circuits de diffusion. Mais comme toutes les professions en France, les artistes dépendent d'organismes de sécurité sociale. Ils cotisent comme n'importe qui sur leurs revenus. La première bizarrerie, c'est que l'organisme de sécurité sociale des auteurs n'a rien à voir avec les organismes des autres professions. Il s'agit d'associations selon la loi de 1901, agrémentées par l'État pour récupérer les cotisations sociales qui sont placées sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Santé. On dirait que c'est un gros imbroglio que tout le monde veut se refiler. L'historique est super important ici, c'est la base de tout. De 1977 à 2020, on a deux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales des artistes-auteurs. D'un côté, la MDA ou Maison des artistes pour les artistes des arts visuels. De l'autre, l'AGESA pour toutes les autres professions d'artistes-auteurs. En 2016, la MDA comptait à peu près 23 000 affiliés et l'AGESA 192 000, soit autant de personnes qui rentrent dans les critères des professions spécifiques à ces organismes. La distinction entre les deux est très importante pour la suite, alors retenez bien ces deux noms, AGESA, MDA. En 2020, gros changement. Le recouvrement des cotisations des artistes-auteurs et tout son passif est transféré à l'URSSAF. La MDA perd son agrément. On ne sait pas pourquoi. L'AGESA garde le sien, intègre les artistes autrefois liés à la MDA et se renomme en un magnifique coup de peinture fraîche en SSAA ou SS2A, je ne sais pas. On va encore me dire que je le prononce mal, hein, je vous connais. Ces deux associations étaient missionnées par l'État d'une mission de service public, informer, affilier et recouvrer les cotisations sociales, ce qui permet d'ouvrir des droits sociaux comme les congés parentaux, les congés maladie, la retraite. Et on n'est pas là pour critiquer ou rentrer dans le détail des spécificités du modèle français, ça n'a pas sa place dans la vidéo, mais je rappelle juste que ce n'est pas l'État qui nous fait gracieusement l'aumône. Nous cotisons pour ces droits et nous sommes solidaires les uns des autres pour permettre au plus de gens possible d'avoir ces droits. C'est ça la sécurité sociale. Moi je trouve ça génial, ça permet par exemple d'éviter de mourir parce que vous ne pouvez pas vous payer votre insuline, par exemple. Mais dès le tout début, ces deux associations n'ont pas fonctionné de la même manière. Ok, c'est normal, mais ce qui est moins normal, c'est qu'il y en a une qui a fait absolument n'importe quoi. La MDA, elle, bonne élève, a fait son travail qui consiste à recenser les bénéficiaires avec précision.
Ouais, c'est quand même un peu utile de savoir qui est artiste plasticien dans la société. Appeler les cotisations et aussi informer ses membres. Et de l'autre, on a l'AGESA qui, elle, a fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Accrochez-vous. Regardez, vous recevez cet appel à cotisation. D'ailleurs, merci à Samantha de m'avoir permis de réutiliser son propre exemple. Vous voyez cette ligne, AGESA, ligne CSG, etc. Vous vous dites, c'est bon, je suis prélevé, je suis à jour, et un jour, j'aurai mes droits. Mais en fait, les cotisations pour la retraite n'ont pas été appelées pour au moins 94% des bénéficiaires. Mais les gens pensaient que si, car ils n'avaient pas le détail. Donc vous croyez que vous cotisez depuis des années, que vous êtes en règle, et paf, vous êtes la veille de votre retraite et vous vous rendez compte que non. Vous n'avez jamais cotisé pour vos fameux trimestres, ou alors il vous en manque plein. À Angoulême, Éric Ventier est scénariste de bande dessinée. Alors ici, ça dessine. À 61 ans, il pense à la retraite. Mais son relevé de carrière, qui liste ses trimestres cotisés, lui a réservé une mauvaise surprise. 2012. J'ai un énorme trou de 10 ans, de 2002 à 2012, où il n'y a rien. Alors que j'ai toujours travaillé. Avec 40 trimestres manquants, il ne touchera qu'une pension de 255 € par mois. C'est fou. C'est fou parce que ces 10 ans-là, oui, j'ai pas cotisé, mais c'est pas mon choix. C'est pas moi qui ai choisi de ne pas cotiser. Ensuite, l'AGESA appelait ce qu'on appelle un précompte, mais en se trompant sur la manière d'appeler ces cotisations. En fait, ils appelaient ces cotisations sur l'ensemble du chiffre d'affaires et pas seulement sur les bénéfices réalisés. Donc, énormément d'artistes-auteurs ont payé trop, beaucoup trop, sans jamais que ce trop-plein ne leur ouvre des droits, ni qu'il ne leur soit remboursé. Et la troisième chose qui me termine, mais qui me met à terre, c'est qu'il y a eu l'appel à des cotisations que les artistes-auteurs n'auraient pas dû payer. L'argument avancé, c'était par simplification. Il s'agissait d'une taxe que les diffuseurs devaient payer, et elle a été appelée aux artistes-auteurs pendant des années. Mais oui, par simplification, Jean Gérard, il va payer les impôts de son voisin, puis on va tous payer les impôts de Bernard Arnault pendant qu'on y est. Ah, non. Ça, on le fait un peu déjà. Quand je vous disais que rien ne va, je n'étais pas dans l'exagération. Je sais que vous en avez douté. Historiquement, la création de ces associations a été faite pour protéger les artistes-auteurs en leur permettant d'avoir des droits équivalents à ceux d'autres travailleurs. En France, l'esprit de cette loi est résumé dans les propos du rapporteur de l'Assemblée nationale de 1975. Il n'est pas nécessaire de vivre mal pour bien créer. On est absolument d'accord avec cette phrase. Je connais des artistes qui ont galéré et ça n'a pas fait d'eux des meilleurs artistes, des artistes bohèmes, juste des gens qui survivaient au RSA dans le stress chaque jour. Quand on veut, on peut. Pourquoi un tel choix de donner ce travail à des associations selon la loi de 1901 alors que ça n'existe pour aucune autre profession ? Je ne sais pas. C'est pas le sujet de la vidéo. Si vous savez pour de vrai, expliquez-nous. Ce serait intéressant de savoir. En revanche, je vais pointer du doigt un autre problème qui est à la racine de ces associations et qui se matérialise très bien encore aujourd'hui dans leur complexité organigrammique sans nom. Waouh, mais ça en fait du monde qui protège les artistes-auteurs. Incroyable! Chaque branche de métier a son organisme qui la représente et représente les intérêts de sa branche de création. Si seulement. En fait, les organismes qui siègent à l'Assemblée générale et au conseil d'administration de ces associations représentent avant et pour tout les droits et les intérêts des diffuseurs. Ce qui explique par exemple la présence de Radio France dans cette liste. Encore aujourd'hui, ce sont les canaux de diffusion des œuvres qui sont utilisés comme grille de lecture de tout ce que font les artistes-auteurs. Alors même que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils pensent leur travail. Cela crée un imbroglio et une complexité de déclaration épuisante pour eux. Le point de départ de création de ces associations pour les artistes-auteurs les dessert et les met à l'écart des décisions qui les concernent. C'est quand même un très grave problème. Qui aurait pu prédire ? On pourrait se dire qu'on découvre tout cela récemment. C'est sûr que depuis 40 ans, personne n'alerte, le sujet est tout nouveau. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Non seulement les alertes viennent depuis des décennies d'une galaxie d'acteurs très très différentes, mais elles ont toutes une chose en commun,
elles ont été et continuent d'être ignorées. En 2005, messieurs Michel Raymond et Bruno Suzzarelli, dans le rapport IJAS-IJAC, pointent déjà du doigt les différences de traitement entre les deux organismes MDA et AGESA et appellent aux rectifications. En 2012, Catherine Louineau, artiste et porte-parole du CAAP, alerte l'Assemblée nationale des graves dysfonctionnements de l'AGESA. Le CAAP et d'autres syndicats alertent les ministères de tutelle successifs depuis 2012. Mais ce n'est pas tout. En 2013, le commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes de l'AGESA, car depuis sa création, l'AGESA n'appelle pas les cotisations vieillesse aux auteurs assujettis, ce qui n'est pas conforme au Code de la sécurité sociale. Je ne sais pas si vous réalisez, mais un refus de certifier des comptes, c'est du jamais vu, c'est hyper grave. Et parmi toutes les instances de l'État, la Cour des comptes, eux, ce sont les MVP. S'ils disent un truc, on peut les croire. Enfin, en 2020, le rapport Racine entérine tous ces constats, les rappelle, fait des préconisations de changements radicaux à tout point de vue. Il faut changer les choses. La gestion du budget de l'association est opaque, avec un sens des priorités très regrettable, comme le fait que l'AGESA paie un loyer de 600 000 € par an pour un hôtel particulier entier pour 25 salariés. Et ce n'est pas que feu l'AGESA, car en 2025, la SS2A, sa digne héritière, est encore épinglée par la Cour des comptes qui demande son retrait d'agrément. Il le demande! Et juste pour que ce soit très clair, cet agrément avec l'État, ce n'est pas simplement que l'association peut, si elle veut, appeler les cotisations sociales. Non, c'est leur obligation légale de s'assurer que ces cotisations soient bien appelées. C'est leur mission de service public qui justifie originellement leur existence. Les alertes ont été ignorées et sont restées lettres mortes, malgré quelques coups d'épée dans l'eau du côté des ministères de tutelle qui ont organisé ici et là des concertations. La situation est décrite comme catastrophique, pleine de graves dysfonctionnements. Donc évidemment, la situation ne pouvait pas perdurer. Et évidemment, l'AGESA va devoir être restructurée entièrement. La bonne blague! On vous a bien eu. La MDA, elle, bonne élève, malgré quelques zones d'ombre, a perdu son agrément. L'AGESA a gardé le sien et elle est devenue la SS2A qui reprend le périmètre des artistes de la MDA. On félicite le mauvais élève en lui donnant encore plus de responsabilités et sans rien changer, ni les personnes, ni le fonctionnement, ni rien. On est tous d'accord qu'il y a eu une gestion désastreuse de l'AGESA. Mais aujourd'hui, la gestion de l'organisme, et donc c'est une association, la 2S2A, n'est pas meilleure puisque personne n'a confiance. Écoutons ce que nous disent les responsables de l'AGESA, car ils doivent avoir de bonnes explications sur pourquoi cette situation a existé et perduré. Il est temps de vous présenter deux personnes essentielles. Thierry Dumas, qui a été reconduit à la tête de l'AGESA puis de la SSA malgré toutes les défaillances. Il est parti, on verra dans quelles conditions. Christian Chamoura, photographe, il a été président du conseil d'administration de l'AGESA. Écoutons leurs arguments. Selon le directeur, l'AGESA manquait de moyens pour organiser le recouvrement de ses cotisations. Ça me semble tout à fait vrai que l'AGESA n'a pas fait son travail pendant une quarantaine d'années. Je le dis, ça peut paraître un peu étonnant en tant que directeur, mais c'est la réalité. En fait, au fil des dizaines d'années, les conseils d'administration successifs de l'AGESA ont demandé instamment à leur ministère de tutelle de leur donner les moyens de recouvrer cette cotisation, sans réponse. Donc le président de l'AGESA, alors en poste, reconnaît qu'ils n'ont pas fait leur travail en toute détente à la télé? Mais rien de tout cela n'est de leur faute. Absolument pas. Reprenons dans l'ordre tout ce qui n'est pas de leur faute. Deux arguments sur la structure de l'AGESA coexistent. D'un côté, un système informatique obsolète et aussi des ressources humaines qui ne sont pas en mesure de prendre en charge une telle quantité de bénéficiaires. C'est la faute d'un système informatique obsolète et du fait que l'AGESA n'a pas les épaules pour remplir sa mission d'identification et d'affiliation. Alors comment comprendre que la MDA, elle, a pu faire son travail avec des moyens proportionnellement équivalents? Et puis si seulement les systèmes informatiques pouvaient évoluer? Si seulement. Je ne dis pas que c'est simple, que c'est comme ça, mais c'est tout à fait possible. Surtout quand on a un loyer de 600 000 €. C'est quand même un petit peu bête de pas avoir le Wi-Fi qui marche. Ah ben on l'avait pas branché. C'est pas notre faute, le technicien n'est pas venu. Où sont les demandes faites aux différents gouvernements pendant toutes ces années pour changer la situation, pour la rectifier, pour demander du budget, des moyens, de l'aide? Montrez-nous votre bonne foi, c'est hallucinant de dire juste
On n'a pas fait son travail. Point. À la GESA, dans les 200 000 assujettis, vous avez des gens qui ont oublié de venir s'affilier et qui auraient un intérêt à le faire et d'autres qui n'en ont pas envie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens, effectivement, qui n'ont aucune retraite parce qu'ils n'ont pas fait la démarche. Les gens sont d'une plus ou moins bonne foi par rapport à ces questions. C'est la faute des auteurs. Et là, vraiment, on atteint le fond de la fosse de Marianne de la mauvaise foi quand Christian Chamorro dit que les auteurs auraient dû faire gaffe quand même. Ça se voyait que les appels à cotisation, ils étaient pas très élevés. Bien sûr que ça comprenait pas les cotises retraite. Ces benets d'auteurs, ils ne pouvaient pas voir que dans la ligne cotisation à GESA, il n'y avait pas de cotise retraite. Comment ils ont pu passer à côté? C'était tellement limpide. Comment ils ont pu faire confiance à l'association chargée de collecter leurs cotisations et assermentée par l'État pour faire sa mission et ainsi respecter la loi? Non mais eux aussi, les naïfs. Et là, on doit parler d'une petite fourberie qui explique aussi que toute cette situation soit un bourbier sans nom, extrêmement difficile à comprendre pour les auteurs eux-mêmes, même celles et ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent être des bons élèves. La GESA fonctionnait en classant les artistes auteurs en 2 catégories. D'un côté, les affiliés, environ 6% des bénéficiaires, pour eux, ce n'est pas si pire, même si des auteurs affiliés ont repéré des trous dans leur relevé de carrière, ce ne sont pas ceux qui ont le plus souffert de la situation. Mais l'écrasante majorité, ce sont les assujettis non affiliés. Eux devaient cotiser, sauf qu'ils n'ont jamais été bien prélevés et que leur cotisation ne leur ouvrait aucun droit. Ce sont eux, soit 190 000 personnes, qui se sont fait complètement avoir. Ce qui différencie les 2 catégories, c'est le montant que vous avez touché en tant qu'artiste-auteur. Mais le montant seul ne suffisait pas. Pour devenir affilié, il fallait vous-même faire la démarche et que ce soit validé par un comité. C'était même pas automatique, ça n'avait aucun sens. Et ok, ça a changé, cette distinction n'existe plus, mais elle ne s'applique pas rétroactivement sur les 40 années passées. Et Christian Chamorro de continuer son explication comme quoi, bah oui, mais en fait ça arrangeait bien tout le monde. Lui-même, il part de son exemple, quand il a commencé, c'était très difficile, donc ça lui a permis de ne pas avoir à verser 3 000 € et de faire autrement. Car à cette époque, il avait besoin des 3 000 €. Mais Christian, alors, toi, peut-être que tu as choisi cette situation, mais le problème, c'est bien que les artistes auteurs n'ont pas eu l'information, ils n'ont pas eu le choix. Ce choix a été fait pour eux. Mais pourtant, ce sont eux qui en gèrent les conséquences. En France, tout le monde doit être prélevé pour la retraite dès le premier euro perçu. Donc ne pas prélever ces sommes, c'est tout simplement illégal, contraire à la loi. On va dire que j'emploie les grands mots, mais ce sont les mots justes. Les artistes auteurs pensaient cotiser correctement, mais ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, on leur dit que c'est de leur faute. Et la GESA, pendant toutes ces années, a bien recouvré les autres cotisations dans le pot commun, mais sans jamais ouvrir de compte individuel retraite des assujettis. Mais ça devient pire encore. Ah, si seulement on avait des preuves, comme des PV des séances des conseils d'administration de la GESA. Des preuves qui documenteraient que les personnes décisionnaires étaient au courant depuis toutes ces années et n'ont rien fait. Ça faciliterait bien les choses. Cool, on a tout ça. Ils ont d'ailleurs été relayés par Actualité, qui a tout lu et qui nous sort une brochette des meilleurs passages. Des preuves formelles que toutes les personnes présentes étaient au courant depuis au moins 2013, étant donné que le compte-rendu du conseil d'administration du 23 juin 2013 voit le commissaire aux comptes le dire clairement. Thierry Dumas, qui dès le 12 juin 2012 craint d'avoir affaire à un certain nombre de contentieux avec des auteurs assujettis qui, de bonne foi, ont pensé cotiser pour leur retraite. Bah mince alors, on va pas être tenu responsable de nos actions quand même. Mais il ajoute, en tant que directeur, c'est au conseil d'en décider, et pas à lui. Il n'est que directeur, le pauvre, il ne peut rien faire. Et puis, il n'a pas à se positionner politiquement sur le sujet. Mais franchement. Pascal Flamand, alors représentant du SNE, dit aussi en 2012 qu'il imagine mal que le Conseil, après tout ce qui s'est dit, puisse conclure qu'on va rester en l'état. Ça poserait un problème légal, un problème moral, un problème comptable, un problème juridique. C'était dit
jusque dans leurs plus hautes instances. On a même Pascal Murgier, alors représentant du ministère de la Culture, l'un des ministères de tutelle. Il explique avoir mauvaise conscience parce que pendant des années, pour des raisons que Thierry Dumas a rappelées et qui se justifient, non, ça c'est faux. Rien n'a été mis en place pour faire face à une situation qui est contraire à la loi. Oh, il a mauvaise conscience, le pauvre choupinou. Mais bon, lui, il aura tous ses trimestres de retraite, alors bon. Mauvaise conscience, bon. Et les textes existants établissent bien des éléments suffisants de contrôle, selon nous, des actions de la SS2A. Les contrôles sont solides, qui peuvent être exercés par l'une ou l'autre tutelle, ou les deux à la fois. Ce qui ressort de manière écœurante de ces dizaines d'années de réunions, c'est que tout le monde savait, et l'inconséquence avec laquelle c'était traité, ou plutôt non traité, est effarante. Comme si ça ne les concernait pas. Aucune alerte, aucune reconnaissance de responsabilité, aucune proposition concrète d'action. D'autant plus que les artistes auteurs ont été et sont toujours privés du droit d'élire leurs représentants depuis 2018, quand ils ont été basculés sous l'URSSAF. Et malgré leurs appels, leurs demandes répétées, ils n'ont toujours pas d'élection professionnelle. Mais pardon, mais la mafia a des manières de faire plus éthiques que ça. Et je regrette vraiment sincèrement que là où nous pourrions les faire participer au pilotage de leur protection sociale, par des élections professionnelles, eh bien, vous ne soyez pas d'accord. C'est quand même le fondement même de la démocratie sociale. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur octroyer cela alors que dans tous les autres corps d'activité, ils ont cette possibilité? Parce que ce n'est pas tout. Non, c'est pas tout. Non. Déjà, dans les années 2010, les administrateurs de l'AGESA ont demandé leur protection via une assurance car leurs responsabilités civiles et pénales pouvaient être engagées. On se protège, mais on ne change rien à ce pourquoi on se protège, à ce de quoi on se protège. Ensuite, les artistes auteurs, qui en ont la force et les moyens, ont porté plainte contre l'AGESA parce qu'au bout d'un moment, tout le monde se rendait compte de l'entourloupe. J.M. Leclésio a d'ailleurs gagné contre l'AGESA. Mais voilà, non contente de se savoir en faute depuis la nuit millénaire des temps, la SS2A attaque en appel les artistes-auteurs qui ont gagné leur procès. En 2024, Thierry Dumas, qui avait donc déjà été remercié par sa brillante gestion de l'AGESA en se voyant confier la tête de la SS2A, eh bien Thierry quitte ses fonctions. Non, il ne démissionne pas, il a une rupture conventionnelle avec une indemnité de départ estimée à 300 000 €. 300 000 €? C'est énormissime pour une rupture conventionnelle au cas où vous auriez un doute. Et vous voulez savoir, la bonne nouvelle, c'est que tous les frais de contentieux pour attaquer en appel les auteurs qui demandent réparation du préjudice subi, et puis cette belle indemnité de Thierry Dumas, comment c'est payé tout ça? Eh bien, c'est payé avec l'argent des cotisations sociales des artistes-auteurs et l'argent public de la sécurité sociale. Donc l'AGESA ne fait pas son travail depuis des années, et en plus, elle mésutilise l'argent collecté pour son propre intérêt. Vous voyez mon sticker tout brûlé sauf les livres? Vous voyez pourquoi il est tout le temps d'actualité? Qu'il vous en faut des dizaines, des dizaines. Je suis presque au bout, promis. Mais une dernière chose doit être mise en avant car elle est hyper grave, comme tout le reste. Les alertes, comme je vous l'expliquais, sont répétées, documentées inlassablement, notamment par les syndicats et notamment par la CAAP qui documente tout depuis 2012 et qui rend tout accessible sur son site. C'est incroyable et c'est génial. Eh bien, par retour de bâton, cette même organisation se retrouve attaquée. L'AGESA parlait à l'époque d'une campagne de dénigrement à leur encontre par ces méchants de la CAAP. Chamoura parle sans honte de calomnie de gens mal intentionnés. Mais quelles sont leurs intentions, Christian? Faire valoir leurs droits. Mais pour les auteurs qui n'ont pas cotisé, aucun recours juridique possible. Il y a prescription. C'est un cadavre qui a été mis sous le tapis depuis 50 ans. Donc il faut réparer ce préjudice. Et c'est ce choix politique qu'on attend depuis longtemps. Comme le dit Samantha Bailly, Catherine Louineau est une lanceuse d'alerte, une femme remarquable qui a un niveau de connaissance, d'historique et de technicité sur ce sujet qui est impressionnant. Elle est capable de discuter avec de nombreux juristes qui sont spécialisés dans ce type de droit.
La stratégie est donc de présenter Catherine Louineau comme une folle, une personne mal intentionnée, de lancer des on-dit et d'attenter à sa réputation dans l'ensemble de la profession et au-delà. Parce que Catherine Louineau dit des choses comme ça. L'AGSA pose un gros problème. L'AGSA, depuis sa fondation, depuis le début, ne respecte pas la loi, ne respecte pas le code de la sécurité sociale. C'est pas possible que perdure un organisme de sécurité sociale qui ne respecte pas la loi. C'est une invraisemblance. C'est odieux et je voulais le dire clairement. Ici, on est tous team Catherine Louineau. Et on ne tombera pas dans le panneau de ceux qui crient à la calomnie, qui crient au dénigrement dès qu'ils sont pris en faute et qui retournent les accusations contre les mêmes personnes qui essayent de les mettre face à leurs responsabilités, ni plus ni moins. Il y a bien eu une circulaire du gouvernement sur le rachat possible des trimestres manquants pour les artistes-auteurs. Ah merde, ça vous est arrivé, pas de bol, ok, donnez-nous l'argent maintenant. Comme cette autrice à qui l'on demande de sortir 200 000 € pour rectifier le tir. Hyper facile de sortir 200 000 € de sa poche. Bon, s'il faut commencer quelque part, on sait déjà où trouver 300 000 €, hein. Vite tes poches, Thierry. Vite tes poches. On dit aux artistes-auteurs qu'ils peuvent choisir de racheter leur trimestre manquant et s'ils ne le font pas, ils doivent se débrouiller. Pour reprendre les mots de Samantha Bailly que je trouve brillant, la circulaire transforme une spoliation institutionnelle en choix individuel et laisse les plus précaires définitivement lésés. Une autre autrice témoigne, elle a travaillé toute sa vie et elle est obligée de demander l'allocation retraite pour les personnes précaires, soit des miettes de miettes par rapport à ce à quoi elle aurait droit. Et quand bien même les artistes-auteurs obtiennent réparation en attaquant au contentieux, ils courent le risque de se faire attaquer en retour en appel, histoire d'être bien découragés du temps, de l'argent, de l'énergie nécessaire face à l'appareil judiciaire, alors que ils sont souvent âgés et précaires. Quant aux appels des précomptes en trop, tout ce trop-plein versé, même les ministères de tutelle, en fait, tout le monde s'en tamponne le coquillard, chacun découvre le dossier comme si la CAAP n'avait pas alerté depuis plus de 10 ans à ce sujet. J'en ai discuté avec une amie qui, elle, a cotisé à la MDA, et bien elle aussi a eu un trop-plein versé d'environ 1 000 € qu'elle pense ne jamais revoir de sa vie alors même qu'elle a fait les démarches pour les récupérer. C'est opaque, complexe, décourageant. Vous finissez par laisser tomber alors que la somme, elle aurait jamais dû sortir de votre poche. Pareil sur la fameuse taxe normalement prélevée aux diffuseurs. Ok, maintenant c'est plus le cas. Mais c'est un argent que les artistes-auteurs ne récupéreront jamais. Rien n'est rétroactif. Cela fait le lien avec les organismes censés représenter ces artistes-auteurs, aux noms souvent pompeux et qui font très très sérieux, mais dont on se rend compte, en grattant un tant soit peu, qu'ils représentent non pas les artistes-auteurs, mais les diffuseurs, les galeries, les radios, etc. Tellement de ces sociétés existent et sont financées notamment par l'argent du droit d'auteur et l'argent public, mais à quelle fin ? Pour quelle action concrète de défense des droits des artistes-auteurs ? Aucune de ces structures n'aide les artistes-auteurs pour payer leurs frais d'avocat, pour attaquer en justice les ministères. Quelles sont leurs actions ? Le 7 novembre 2024, le tribunal administratif a jugé que l'association SS2A n'était pas un organisme de sécurité sociale. Et il s'avère que le conseil d'administration de la SS2A a pour seul rôle d'approuver les comptes et de désigner les membres de la commission d'action sociale, dont la mission est particulièrement limitée, et les comptes ne sont même pas approuvés. En fait, selon la direction actuelle de la SS2A, les missions de l'organisation, de l'association, sont soit sans effet, soit déjà assurées par d'autres organismes, soit mises en œuvre dans des conditions insatisfaisantes. Mais... Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. À quoi servent-ils à part faire écran, créer du flou et permettre à certains d'avoir des postes bien confortables ? Comme le rappelle l'actualité, seules les organisations fondatrices de l'AGSA veulent maintenir la SS2A. Les autres organisations d'artistes-auteurs, elles, militent pour une nouvelle ère et la reconnaissance du préjudice subi.
Et alors que l'Assemblée nationale avait statué dans le sens des artistes-auteurs dans le cadre des discussions sur le plan de financement de la sécurité sociale qui sont en cours, Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de définir qui va gouverner la sécurité sociale des artistes-auteurs, qui va piloter. le Sénat vient de renverser la démocratie sociale. Les amendements du Sénat suppriment les élections professionnelles, maintiennent la sécurité sociale des artistes-auteurs et introduit les organismes de gestion collective qui ne sont pas des organisations représentatives ni des partenaires sociaux. Donc, pas qu'ils n'ont rien à faire là, mais presque. Les OGC n'ont jamais été considérés, jamais dans ce régime, comme des partenaires sociaux de ce régime. Le sénateur Ronan Dantec se déclare lui-même victime des défaillances de l'AGESA. Je fais partie des gens qui ont perdu leur retraite d'auteur. Voilà. Il y a un moment dans ma vie, c'était mes principaux revenus. Et aujourd'hui, je ne vois pas où ils sont dans ma retraite. Mais je ne suis pas à plaindre, comme beaucoup ici, évidemment, nous sommes sénateurs. Et on voit une scission entre les sénateurs et sénatrices qui n'ont pas vraiment bossé le dossier et celles et ceux qui sont concernés, quand ils sont venus déjà à la session. Il est temps d'arrêter avec ces discours d'une bêtise condescendante, comme celui tenu par Madame Elisabeth Doineau. Il va falloir qu'ils se réconcilient, tous qu'ils en sont. Parce que là, je ne comprends pas. J'ai beaucoup lu ce qu'ils se renvoyaient sur les réseaux sociaux. J'ai été effrayée parce que quelques-uns sont écrivains et je me disais, mais ça manque tellement de poésie, tout cela. Ça manque de poésie. Mais justement, ça ne fait rêver personne de parler de cotisation. Mais en fait, la situation actuelle est une aberration qui montre bien l'opacité, l'inconséquence de tellement de personnes dans des situations de pouvoir ou au moins de décision. Et la difficulté même pour celles et ceux qui bossent leur dossier d'arriver à se faire entendre. La démocratie prend du temps. Ah oui, ça c'est pas nouveau. On peut soit ne pas régler le problème, le mettre sous le tapis, soit le régler de façon autoritaire. Et en fait, c'est pire. J'ai appris à avoir tourné la vidéo que le vote a été influencé par un cabinet de lobbying qui est intervenu auprès des sénateurs pour que soient conservés les privilèges, la position de l'AGESA, SS2A. La stratégie de ce cabinet est décortiquée par Nicolas Gary d'Actualité, à qui on doit les très nombreux articles de ce média à ce sujet, et on le remercie au passage pour son super travail. D'abord, le cabinet de lobbying a détourné l'argumentaire pour créer une fausse tension. Selon eux, les organismes seraient contre le fait de transmettre le passif et les contentieux de la SS2A à un autre organisme. Au contraire, ces organismes ne sont pas contre, ils demandent que le principe de responsabilité s'applique. Et deuxième élément clé de leur argumentaire, ils retournent la faute dans la même stratégie accusatoire dont j'ai parlé concernant la CAAP. Ensuite, l'objectif est de délégitimer les artistes-auteurs mobilisés, jusqu'au mensonge. Le message qualifie les opposants de pourfendeurs ou d'esprit chagrin, mais il contient surtout une phrase particulièrement choquante, révélatrice de la stratégie employée. On peut y lire « Certains ne peuvent se satisfaire du travail accompli et portent une responsabilité évidente dans l'absence de recouvrement et les défaillances sociales. » Cette affirmation est factuellement fausse et constitue un renversement accusatoire spectaculaire. Les personnes visées, les collectifs, les syndicats, les auteurs mobilisés sont précisément les victimes du non-recouvrement opéré par l'AGESA pendant des décennies, et non les responsables, puisqu'aucun d'entre eux ne sont fondateurs de l'AGESA ou à la présidence de la SS2A. En revanche, devinez qui sont les associations qui ont pris part à toutes ces décisions pendant toutes ces années et décennies ? Les organismes qui sont à l'origine de cette campagne de lobbying envers le Sénat. C'est absolument effarant, et même si ce revers est décourageant pour les artistes-auteurs, il est essentiel de continuer à en parler, à faire comprendre ce sujet et à essayer de mettre les gens devant leurs responsabilités et surtout leurs mensonges. C'est une vidéo moins drôle que d'autres, je le sais, mais il est plus qu'important de se rendre compte que la situation réelle des artistes-auteurs est très éloignée des images d'Épinal et des discours romantiques. Les organismes, les instances de l'État ont fait des choix au détriment des artistes-auteurs pendant plus de 40 ans et continuent de le faire. Tous ces gens témoignent par leurs discours, par leurs décisions, qu'ils prétendent aimer l'art et pourtant ils détestent les artistes. Merci et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique et sur le Ko-fi si vous voulez soutenir mon travail. Allez, à
À bientôt, dans la joie et dans la rage. Et vous dites, après, ils n'ont qu'à régler entre eux des positions qu'on contribue ici à radicaliser et à figer. C'est pas sérieux. C'était à nous à poser ce cadre et à mettre avant tout quand même la démocratie, les élections professionnelles, tout simplement. Monsieur le ministre, quand même. Voilà, bref, 3 petits points.